La grande interview sur BFM Business. Il est 18h48, la grande interview continue. On va parler de ce conclave qui débute dans moins de 24 heures du côté de Rome, bien sûr. 133 cardinaux qui vont s'enfermer à partir de demain dans la chapelle Sixtine. On va en parler avec François Mabille qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Mabille. Bonsoir, merci d'être avec nous, chercheur associé à l'IRIS. Vous êtes directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux. Je ne vais pas vous demander de pronostic. Le fait qu'il ait nommé tout de même, disons-le, 80% des cardinaux, le pape François, ça ne laisse présager de rien, on est d'accord, a priori. Non, pas vraiment, effectivement, parce que l'ensemble des sujets qu'il abordait est quand même extrêmement vaste. Et puis, on sait bien que dans les profils qu'il a nommés, on a des personnes qui sont effectivement différentes. Et certaines d'entre elles ont pris position contre lui sur certains sujets de son vivant. Donc, effectivement, ça ne signifie pas que le successeur de François sera exactement dans sa continuité. Alors, justement, le profil, parce qu'on sait que c'est un pape qui s'est beaucoup engagé sur le plan politique, sur le plan économique, grand défenseur de la justice sociale, dont les prises de position ont suscité pas mal de réticences en interne lorsqu'il critiquait évidemment les systèmes politiques conservateurs, capitalistes ou néolibéraux. Je disais, pour certains, il est sorti un petit peu des sentiers battus, il s'est éloigné de ce qu'on appelle la diplomatie spécifique du Vatican, empreinte de neutralité qui remontait, nous dit-on, au pape Léon XIII. Est-ce qu'il a cassé les codes quelque part pour vous? Un petit peu, effectivement. Oui. Je dirais que d'une part, il s'est inscrit dans la matrice du catholicisme qui, depuis effectivement Léon XIII, 1891, une encyclique très connue, qui est le départ de l'enseignement social de l'Église, est à la fois anticommuniste et en grande partie antilibéral, ou en tout cas d'un libéralisme très très tempéré. Et tout au long du XXe siècle, l'Église catholique a critiqué les deux systèmes depuis la fin de la guerre froide, chute de l'Empire communiste. Effectivement, ce que l'on voit d'abord, c'est l'opposition au libéralisme. Le prédécesseur du pape François, Benoît XVI, a ainsi dénoncé, je le cite, l'idolâtrie du marché. Voilà. Alors, quelle est la différence avec François? Je dirais qu'il y en a deux. La première, c'est qu'effectivement, il a un ton plus militant, à travers des formules ciselées, des formules qui choquent, des formules qui finalement interpellent les opinions. Il a plus parlé comme un militant intermondialiste qu'un diplomate. En tout cas, il a eu des accents, effectivement. On peut dire que d'une certaine manière, il a été un protestataire sur la scène internationale avec effectivement des aspects altermondialistes, tout en s'inscrivant bien dans la matrice du catholicisme social que j'évoquais. Et puis la deuxième évolution, qui a peut-être également parfois choqué, c'est que en bon jésuite, il est très pragmatique. Et donc, il a lancé des initiatives parfois extrêmement précise. 2019, il lance ce qu'il appelle l'économie de François. Alors non pas François son nom, mais ça fait référence à François d'Assise, voilà, bien sûr, avec la volonté que l'Église puisse mobiliser des jeunes chercheurs, des doctorants, des jeunes chercheurs déjà établis, des entrepreneurs, etc., en disant vous devez être des acteurs de changements sociaux à travers une réflexion sur une économie renouvelée et à travers également des pratiques économiques différentes et d'une certaine manière qui respectent les grands enjeux du millénaire, incluant bien sûr également l'un des grands thèmes qui a été celui de son pontificat, la question environnementale. Il y a des faits marquants dans ce pontificat, il y a une relative bienveillance vis-à-vis de la Russie, il y a la tentative de dialogue avec la Chine aussi, qui, on fait dire à certains, il s'est mis à dos beaucoup de grandes chancelleries occidentales tout au long de ce pontificat finalement. Oui, effectivement, il y a sans doute chez lui deux aspects complémentaires, mais qui finissent par poser des problèmes. Premier aspect, c'est un Argentin, formé en Argentine. Alors quand vous dites poser des problèmes en interne au sein du Vatican. Oui, alors à la fois en interne, mais également, je dirais, dans les chancelleries, comme vous le disiez. C'est-à-dire qu'il y a une grille de lecture quand même des relations internationales qui est très nord-sud. Quand il parle des périphéries, il est assez difficile de ne pas voir d'une certaine manière un écho des théories de la dépendance. Raoul Prebisch, argentin, économiste des années 60. Bon. Donc, grille de lecture, effectivement, nord-sud, et puis un anti-américanisme certain, d'une certaine manière un anti-occidentalisme. Il a dénoncé à plusieurs reprises le colonialisme idéologique occidental, et donc une volonté de réorganiser ou de réorienter un petit peu la diplomatie du Vatican en s'appuyant sur d'autres États. D'où effectivement une main tendue auprès de la Russie, qui va jusqu'en 2021, à quelques semaines du début de la guerre, et puis une volonté de trouver un arrangement diplomatique avec Pékin à travers une série de pré-accords qui ont été renouvelés. Est-ce que ce sont des alliances louables sur le long terme? C'est la question. C'est exactement la question. C'est-à-dire qu'est-ce que le pape ou qu'est-ce que sa diplomatie a perdu finalement en s'éloignant des régimes politiques occidentaux? Et disons les choses,
des démocraties, en essayant de trouver des alliances, peut-être de circonstances, sur des sujets très précis, avec la Russie d'un côté et la Chine de l'autre. Au risque d'accentuer la marginalisation du pape, tout simplement, sur la scène politique internationale. C'est ça qui a fait froisser certaines oreilles du côté du Vatican. Tout à fait. Et puis je dirais, alors le pape était malade à ce moment-là, mais le retour de Trump a fragilisé encore plus cet équilibre. C'est-à-dire que la dynamique de Trump depuis son retour au pouvoir, cette espèce d'impérialisme américain que l'on voit et qui fragilise finalement l'ordre international, aussi imparfait soit-il, a bien évidemment fragilisé également la diplomatie du pontificat de François. Est-ce que ça veut dire qu'on va voir des conservateurs tenter de reprendre le contrôle d'une certaine façon sur le Vatican? Parce que beaucoup font marquer qu'au fond, la grande force de la papauté, ça a été sa capacité à bâtir des ponts, à être médiant, l'arbitre finalement dans les conflits. Alors, conservateurs, en tout cas... Sans bruit médiatique, évidemment. Oui, j'allais dire peut-être plus des institutionnels. Ce que vous disiez en début de discussion, c'est-à-dire que le pape a eu un style très militant, des échos un peu de l'altermondialisme. On sait bien qu'à plusieurs reprises, le numéro 2, le cardinal Parolin, a essayé d'arrondir les angles, et il se peut effectivement... Ceux qui ont fait un favori, parmi les favoris. Ceux qui ont fait effectivement un des favoris. C'est un diplomate qui connaît très bien les relations internationales, une grande pratique de la diplomatie, et donc on peut penser effectivement que dans le travail d'évaluation auquel se livrent les cardinaux actuellement, il y a aussi une évaluation sur le profil, j'allais dire presque psychologique, et le type de leadership dont a besoin l'Église catholique. Donc est-ce que le prochain pape sera un prophète courageux ou un diplomate habile pour renouer avec une certaine tradition? Est-ce que vous dites François ne peut être qu'une parenthèse finalement dans cette doxa? Non, il y aura un héritage indéniablement de ce pape. Et en même Donc les conservateurs ont déjà perdu un peu, quoi qu'il arrive. Voilà. Oui, parce que je dirais que de la même façon que Jean-Paul II, je vous prends juste cet exemple, Jean-Paul II est celui qui a beaucoup voyagé. Quand on lit les entretiens de son successeur, celui-ci dit « Mon prédécesseur Jean-Paul II a beaucoup voyagé, je ne pouvais pas faire autrement ». Donc, d'une certaine manière, la marque de Jean-Paul II continue, perdure, même si Benoît XVI était plutôt réticent par rapport à cela. Et donc, avec François, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se jouera. Qui est irréversible, peut-être. Qui est effectivement, sans doute, en tout cas, oui, pour le prochain pontificat, qui laissera des marques, même s'il faudra sans doute un nouveau style, et notamment en termes de diplomatie. Donc, qu'est-ce qui caractérisera pour vous, fondamentalement, la prochaine doctrine vaticane du Vatican? Il y aura des continuités, par exemple, sur la question environnementale, des continuités, par exemple, sur le libéralisme. En revanche, je pense que dans le style, effectivement, il y aura des évolutions. Je vous donne juste un exemple, et je m'arrête là. On connaît tous, effectivement, l'investissement du pape pour les migrants. Des dénonciations extrêmement nombreuses de 2013 jusqu'à sa mort. Le président de l'Organisation mondiale des migrations a été interrogé. On lui a dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il a dit « 1, je remercie le pape. 2, je lui demande de continuer. 3, pour l'instant, aucun impact sur la politique des États. » Voilà. Ce qui veut dire qu'on peut être pour ces prises de position, simplement on voit qu'en termes d'efficacité, il y a des limites. Et donc, c'est sans doute à ce niveau-là qu'il y aura une réévaluation du pontificat qui vient de s'achever. 133 cardinaux venus des 5 continents de 70 pays. Est-ce que vous dites que c'est une élection qui est peut-être plus ouverte, peut-être encore plus incertaine que les précédentes? Comment est-ce que vous regardez ça? Oui, parce qu'il y a de nombreux clivages. Vous avez un clivage entre ceux qui veulent rappeler la doctrine, un peu comme Benoît XVI, et ceux qui, comme le pape, sont plus ouverts dans l'accompagnement des personnes. Vous avez un clivage sur l'organisation centrale du Vatican. Un rappel, finalement, de la centralité de la curie romaine, ou au contraire, une église plus collégiale, décentralisée, comme le voulait le pape. Et puis des enjeux géopolitiques. Les enjeux géopolitiques, vous en avez 2. Vous avez une sorte de regard critique, voire de ressentiment des églises du Sud à l'égard des églises du Nord, voilà, ex-églises colonisatrices, entre guillemets, voilà, avec le constat de la part des églises du Sud que ces églises du Nord sont vides quand celles du Sud sont remplies. Donc, quelle est votre légitimité à vous, au Nord, de continuer à diriger l'Église catholique? C'est peut-être à notre tour. Et puis, deuxième clivage géopolitique, c'est celui qui a opposé frontalement le pape François à Trump, avec l'espèce d'internationale chrétienne qu'il a voulu mettre en place, Steve Bannon, Trump 1, et puis J.D. Vance, on le voit bien depuis son arrivée. Le dernier représentant politique à avoir parlé au pape. Donc un nationalisme chrétien à visée, je dirais presque impériale, qui s'oppose directement à la vision, je dirais, universaliste du catholicisme de François. Voilà donc pour cette élection qui débute demain, début du conclave demain après-midi du côté de Rome, et puis ensuite
eh bien, le vote continuera et la fumée blanche sortira à une échéance qu'on ne connaît pas, mais qu'on suivra évidemment. Merci beaucoup François Mabille. Merci de passer nous voir ce soir, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir sur BFM Business. 18h58, dans un instant 19h, le journal. Et puis nos experts, ils sont là jusqu'à 20h, bien sûr, sur BFM Business pour redérouler ensemble toute l'actualité économique du jour. À tout de suite. La grande interview sur BFM Business.